Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, l'or noir et l'ordre mondial. Le prix du baril de pétrole a chuté hier en dessous des 30 $. Petit rappel, il coûtait 4 fois plus cher il y a 18 mois. Les conséquences vont largement dépasser l'euphorie à la pompe, chers amis automobilistes. Vrombissant, cette baisse ébranle l'ordre géopolitique et économique mondial. La chute des prix de l'or noir peut-elle même entraîner une nouvelle crise majeure? On en débattra, mais pas avant d'avoir reçu l'auteur de La Marcheuse, comme on surnomme les prostituées chinoises de Paris. La Marcheuse, un film de poche archi sensible, formidable, en salle aujourd'hui, qui est pile dans l'actualité, puisque l'Assemblée nationale examinait aujourd'hui même, pour la dernière fois, le projet de loi de lutte contre la prostitution, qui prévoit entre autres la pénalisation du client. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Naël Marandin. Vous êtes donc le réalisateur de La Marcheuse, et vous êtes venu avec Hélène Lebaille, que vous connaissez pour être bénévole comme vous depuis des années auprès de Médecins du Monde et auprès justement de ces femmes, de ces Chinoises qui travaillent, qui sont prostituées, mais qui ne sont pas que prostituées et qui travaillent à Belleville. C'est la proximité de ces femmes qui vous ont raconté leur vie en mandarin, car vous parlez chinois couramment, qui vous a donné envie de faire un film sur elles. Exactement. Alors que ce n'était pas votre métier, a priori. Non, c'est justement ce film, c'est la rencontre entre mes préoccupations de cinéaste. J'ai fait des courts-métrages avant, c'est mon premier long-métrage, et un engagement plutôt personnel et citoyen auprès de cette association, cette mission de Médecins du Monde qui s'appelle le Lotus Bus, dont Hélène est responsable, et dans laquelle je suis bénévole depuis quasiment aussi longtemps qu'Hélène. Ah, Hélène, c'est 11 ans et vous, 7 ans. Hein, j'ai regardé les... Oui, voilà. Hélène est votre aînée, hein, pardonnez-moi. Bon, mais effectivement, vous travaillez, vous y allez régulièrement, plusieurs fois par semaine ou par mois, et surtout, vous parlez avec elle à cœur ouvert. On va y revenir, on va regarder des images de votre film, évidemment, mais d'abord, votre empreinte digitale, votre portrait, quoi. Naël Marandin par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Naël Marandin sur Internet, on découvre que vous vous appelez en réalité Nathanaël, un souvenir du personnage d'André Gide dans Les Nourritures terrestres. C'est au théâtre que vous êtes révélé à seulement 13 ans. Vous y jouez Serge Souplier dans La ville dont le prince est un enfant d'Henri de Monterland. Avant de participer à la transposition télévisuelle de la pièce, c'est une autre adaptation qui vous offre votre quart d'heure de gloire. Les allumettes suédoises de Robert Sabatier que vous venez défendre avec votre petite bouille jusque sur le plateau du 13h. Ça fait 4 mois que j'ai passé dans un milieu que je connaissais pas du tout et que je continue à côtoyer maintenant avec beaucoup de plaisir. Quelques années plus tard, vous étudiez à Sciences Po et partez en échange en Chine. À vous l'aventure, barman, présentateur TV, création d'une troupe de théâtre. De retour en France, vous tournez un documentaire, 2 courts-métrages et venez en aide bénévolement aux migrants chinois à Paris à travers différentes associations. Notamment le Lotus Bus de Médecins du Monde qui aide les travailleurs du sexe. On vous retrouve d'ailleurs croqué dans la plaquette de présentation. Une fois par semaine, le minibus s'arrête ici à Belleville, au carrefour de 4 arrondissements du Paris populaire, le 10e, le 11e, le 19e et le 20e. C'est à ce même croisement que vous tournez votre premier film, La Marcheuse. L'histoire de Lina Yu, clandestine chinoise, la communauté, la prostitution, les clients, les rafles policières et les rapports sociaux. Il ne vous aura pas échappé, Naël Marandin, que votre nom de famille est un anagramme de mandarin. Une langue que vous maîtrisez, mais aussi le nom d'une célèbre société de production cinématographique française. Est-il imaginable, Naël Marandin, que vous tourniez votre prochain film en Chine? C'est vrai, ça serait logique, non? La Chine, c'est un pays qui est important dans ma vie. J'y ai passé du temps et donc je pense que je ferai d'autres films en lien avec la Chine. Et c'est vrai qu'un jour, tourner là-bas, ça me plairait bien. En attendant, et je voudrais donner le nom de votre actrice, Chu Lan, qui est bouleversante, elle est sauvage, elle est âpre, elle est magnifique d'ailleurs, dans le rôle principal, elle porte le film. Elle n'est pas seule, il y a d'autres Chinoises qui jouent ces prostituées, ses amies. Certaines jouent leur propre rôle. Ça, c'est une question. C'est-à-dire qu'il y a question de flic un peu. Toutes les femmes qui jouent dans le film ont des histoires différentes. Complexe. Et certaines ont, elles ont aucune des comédiennes. Ouais. Et certaines ont eu une vie assez proche de celle dont on parle dans le film. Elles sont environ 300, ces prostituées chinoises dans le quartier de Belleville, c'est le chiffre que j'ai lu. C'est à peu près ça, un peu plus, peut-être même, entre 300 et 500, selon... Ouais. Et presque toutes sans papier?
Ça dépend des quartiers aujourd'hui. À Belleville, la plupart sont encore sans papier en général. Comment sont-elles arrivées en France? Avec des visas pour des colloques fantaisistes ou dans des situations, des conditions rocambolesques? Comment sont-elles arrivées? Ouais, l'essentiel des parcours, c'est l'arrivée avec un visa de touriste ou un visa d'affaires pour faire des affaires. Et puis, elles restent et elles dépassent la validité de leur visa. Elles cherchent différents emplois, en général dans la communauté chinoise, parce qu'elles ne parlent pas d'autres langues. Et puis, voilà, certaines vont à un moment faire plutôt ce travail de prostitution qu'un autre. Alors, elle cherche des emplois dans la communauté chinoise. Vous dites, et le film le montre très bien, cette communauté, elle n'est pas du tout homogène. Il y a plusieurs communautés chinoises. Il y a notamment ces femmes qui viennent du nord de la Chine, n'est-ce pas, le Dongbei, et qui sont plus ou moins exploitées ou esclavagisées par des Chinois qui vivent à Paris depuis bien plus longtemps qu'elles et qui abusent d'une certaine manière. Et on découvre à travers le film que rien n'est homogène. Voilà, la réalité elle est complexe. Il faut, et même dans la complexification, il ne faut pas simplifier. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés chinoises à Paris, en France, qui n'ont pas la même histoire, pas la même histoire migratoire, qui ne sont pas arrivées au même moment. Les premiers Chinois arrivent en France pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une histoire de l'immigration chinoise. Et ceux qui sont plus installés, enfin ceux qui sont là depuis plus longtemps sont plus installés. Qu'après, il y a des situations d'exploitation de la part de communautés chinoises plus installées en France qui exploitent les derniers arrivés, ça arrive, mais il faudrait pas non plus tomber dans une simplification qui dirait que en l'occurrence, tous les Chinois anciennement arrivés exploitent les... Très bien, mais en tout cas, c'est le cas de la maman de Cerise, l'héroïne de votre film, donc la marcheuse. On regarde la bande-annonce tout de suite pour comprendre de quoi il retourne. Quand je suis arrivée en France, je travaille comme nounou. Ils me donnent presque rien. Je ne pouvais pas faire venir ma fille. Je ne pouvais pas vivre.他为什么上我们家来？上我们家来，家里有人找他呗。警察吗？不是警察。Votre héroïne, Noëlle Marandin, n'a pas de proxénète, c'est-à-dire qu'elle fait le choix, à la limite elle est presque libre de se prostituer. Mais il y a beaucoup de fantasmes sur la prostitution et le fantasme du proxénétisme est extrêmement présent. Et c'est vrai que l'immense majorité des femmes à Belleville, elles travaillent pas à l'intérieur d'un réseau au sens d'un MAC coercitif qui les forcerait à travailler, les frapperait si elles n'allaient pas travailler. C'est plutôt l'exclusion et la difficulté à trouver un travail qui pousse les femmes à faire ce Elles travaillent pour qui? Pour leur famille? C'est à la famille que va cet argent? Souvent, elles viennent avec un projet qui va être de payer leurs études à leur enfant ou de payer une maison, de payer l'hôpital des parents. Voilà. Il y en a quand même beaucoup qui partent avec des dettes ou bien des projets très précis. Votre film est un thriller, il y a une histoire de dette, il y a une histoire d'argent très importante, c'est vraiment le cœur névralgique du film, avec des répercussions qu'on ne va pas déflorer, mais c'est un film tragique d'une certaine manière. Est-ce que certaines s'en sortent dans la vie? C'est-à-dire les femmes que vous croisez régulièrement, puisque vous êtes bénévole, les femmes que vous croisez dans cet autobus depuis des mois, des années, certaines s'en sont sorties? La question du happy end, elle est compliquée, c'est où est-ce qu'on met la fin? Après, il y a pour certaines femmes qui vont venir quelques années en France, et parce qu'elles ont justement besoin de payer, par exemple, les études de leur enfant, à un moment, elles font le choix de rentrer, elles rentrent, et ensuite, la vie reprend. Et c'est-à-dire que où est-ce qu'on met la fin? Certaines décident de s'installer, certaines épousent, se marient en France, vivent en France. Donc, c'est compliqué de dire où est-ce qu'est le happy end, mais bien évidemment, on ne peut pas résumer la vie de ces femmes à juste une tragédie, c'est pas vrai du tout et c'est pas du tout la réalité que nous on voit. D'accord. Nadia. Oui, alors il y a une actualité, on le disait au début de l'émission, et c'est un hasard du calendrier pour le coup, mais aujourd'hui, donc jour de sortie du film, est discuté le fameux projet de loi sur la prostitution à l'Assemblée pour la 3e et dernière fois. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle. C'est un texte qui fait la navette entre le Sénat et l'Assemblée parce qu'il est très clivant, parce qu'il a un aspect idéologique évidemment, et notamment à cause des mesures qu'il propose. La mesure phare, c'est la pénalisation du client, sanctionner l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €. L'idée, c'est donc d'inverser la charge pénale. Le délinquant, c'est le client et non
la prostituée. Et puis justement, c'est un texte qui fait évoluer le statut des prostituées. En gros, plus de délits de racolage, l'octroi de titres de séjour à des travailleuses du sexe, la création d'un fonds pour la prévention de la prostitution, l'accompagnement des prostituées. Et juste un petit détail qui n'en est pas un, par la première version de la loi qui demandait déjà la pénalisation du client, 75% des parlementaires qui étaient favorables, c'était des femmes. Pour le second texte qui maintenait le délit de racolage, 73% des personnes qui étaient favorables, c'était des hommes. Hélène Lebaille, vous êtes opposée à ce texte de loi. Pourquoi ? Alors, Médecins du Monde, depuis le début, est pas opposé à l'ensemble du texte de loi, mais est très clairement opposé à la pénalisation des clients. Ouais. L'explication, elle a été donnée non seulement par nous, mais également par Amnesty International, par le défenseur des droits Jacques Toubon dernièrement. Très clairement, l'idée, c'est que pénaliser que ce soit les femmes ou que ce soit les clients, ça entraîne en général un plus grand isolement. C'est-à-dire que ça déplace la clandestinité. Et elles prennent plus de risques après. Voilà. Et une fois dans des lieux plus isolés, on prend plus de risques. Oui. On a peut-être moins de possibilités de négocier avec le client. On a moins facilement accès à des réseaux, à des associations, donc des réseaux de solidarité, j'entends bien, pas des réseaux de coercition, des réseaux de solidarité. Donc tout ce qui peut vous aider à vous protéger dans un travail qui est quand même extrêmement violent. Mais ça peut être aussi un moyen de protéger les riverains, peut-être, parce qu'à Belleville, par exemple, il y a des pétitions qui circulent, il y a des gens qui se plaignent. Ou faire que le cadre de vie soit plus agréable, c'est pas la même chose. De quoi voulez-vous les protéger, en fait ? Par exemple, les gens se plaignent, on le voit sur Internet, en disant il y a des passes qui ont lieu dans les cages d'escalier, qu'il y a des enfants qui sont choqués par ces images-là. Alors à Belleville, je crois qu'il y a, de ce qu'on connaît sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de remontées de passes qui se passent dans les cages d'escalier parce que la plupart des femmes ont quand même des lieux pour travailler ou vont à l'hôtel. Après, c'est toute une question du vivre ensemble, c'est-à-dire à quel moment on décide qu'une partie de la population n'a pas sa place dans le quartier. Voilà, je pense que la question est là. Il y a quelque chose d'étonnant, assez amer, sur le rôle joué par 2 policiers dans le film. Quel est-il, ce rôle ? Il est très ambigu. Le film, encore une fois, il ne généralise rien. On avait la marcheuse, voilà, c'est une fiction, on raconte l'histoire de personnages. Et la police est à l'image de la société française. Et donc, il y a des agents qui sont tout à fait exemplaires et il y en a qui le sont moins. Et je crois que le film raconte les petits arrangements de tout le monde avec la vie, avec la légalité, avec l'administration et comment, quand on est précaire, quand on est exclu, comment on fait pour survivre. Et aussi quand on est très seul. Et finalement, je crois que les personnages de policiers dans mon film sont aussi des grands solitaires. Comment on dit la marcheuse en chinois ? La marcheuse au sens du... Au sens que vous entendez lui donner ? Comment tu dis ? En fait, oui, mais elles se nomment rarement, en fait. Elles font ce métier-là, elles se nomment rarement par quelque chose. Voilà, la marcheuse, c'est plutôt le nom que la société française leur a donné. Merci d'être venu dans 28 minutes. Pardon pour cette question qui n'était pas un piège. Merci Noël Marandin et Hélène Lebaille. On passe à notre débat, rien à voir. Les conséquences géopolitiques et économiques de la chute du prix du pétrole. Dévissage historique, le baril est à $32 aujourd'hui. C'est donné, mais ça va se payer sur le plan environnemental. Hélas, cette chute de l'or noir peut-elle être à l'origine d'une crise économique majeure ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. À Paris, Francfort ou New York, la même inquiétude. La chute du prix du pétrole fait plonger les marchés. Avec un baril aux alentours de $30, le cours des actifs des compagnies pétrolières enregistre de sérieuses baisses. Même chose pour les entreprises du secteur, comme Vallourec. L'action de ce constructeur français de tubes en acier a dégringolé en même temps que le prix du Brent. Elle a perdu 80% de sa valeur en un an. Conséquence, le groupe va licencier 1300 personnes en France, un coup de massue pour les salariés. C'est un sur deux qui aura son emploi de supprimé, donc sur qui ça tombera. À l'origine de cette situation, un marché inondé de pétrole. Une offre trop abondante pour une demande trop faible. La Chine ne joue plus son rôle de locomotive de l'économie et l'Arabie saoudite rechigne cette